Bonjour Paul Vannier. Bonjour. Merci d'être là, député insoumis du Val d'Oise. Qu'est-ce que vous répondez à Olivier Faure? Il vous dit le moment n'est pas venu, ça ne sert à rien. Je lui dis que d'appeler à cette démission. la chienlit pour parler comme lui, c'est la Macronie. C'est Emmanuel Macron, le président de la République, qui a placé le pays dans l'impasse dans laquelle il est aujourd'hui. C'est lui qui a dissous, au soir d'une défaite électorale, l'Assemblée nationale. C'est lui qui a choisi ensuite d'effacer le résultat de l'élection. Le nouveau Front populaire était arrivé en tête. Il était dès lors légitime de former un gouvernement autour de Lucie Castet. M. Macron a refusé cette option. Il a nommé un Premier ministre issu d'un camp qui est aujourd'hui à l'état de trace dans le paysage politique. Sa candidate à l'élection présidentielle avait fait moins de 5%. Et donc, 2 mois plus tard, nous sommes arrivés au bout de l'impasse dans laquelle le président de la République nous a placés. Donc, c'est sa responsabilité à lui qui est aujourd'hui interrogée. Et la solution, c'est le départ. Qu'est-ce que ça changerait aujourd'hui, je dis bien aujourd'hui, si Emmanuel Macron démissionnait? Eh bien, le nouveau président qui serait élu, la nouvelle présidente, n'aurait pas de nouvelle majorité, elle ne pourrait pas dissoudre. Donc qu'est-ce que ça changerait concrètement? Alors d'abord, vous savez qu'il y a un débat. Il y a des constitutionnalistes, il y a Benjamin Morel notamment, qui dit qu'il y a une discussion après l'élection d'un nouveau président de la République. Il est possible d'envisager la possibilité pour lui de dissoudre à nouveau l'Assemblée nationale et donc de former une nouvelle Assemblée avec peut-être une nouvelle majorité. Mais quoi qu'il en soit, la solution dans pareilles circonstances où tout le monde le constate, vous le constatez comme observateur, je le constate comme député, la situation est totalement bloquée à l'Assemblée. Elle est paralysée, nous ne pouvons rien faire. Nous avons tenté de mettre à l'ordre du jour l'abrogation de la réforme des retraites. Nous avons fait face à une obstruction des macronistes pendant une journée tout entière. Les 49.3 pleuvent depuis 24 mois. Maintenant, la seule solution, c'est l'élection. Et la seule élection qui est possible dans le calendrier, dans le paysage électoral actuel, c'est une présidentielle anticipée. Et nous n'avons jamais craint de recourir au peuple, d'en appeler à lui pour sortir le pays d'une impasse et pour rebattre les cartes, pour lui donner les rênes. Il est le souverain et pour permettre de redonner un nouveau cap au pays. Il faut sortir de cette période trop trouble et qui ne satisfait pas les Français. Quand bien même il y aurait une dissolution dans la foulée de cette supposée élection présidentielle, qu'est-ce qui vous fait penser que les Français voteraient différemment de ce qu'ils ont fait en juillet dernier? Est-ce que pour vous c'était un accident de l'histoire, l'élection législative de juillet dernier, ou est-ce qu'elle a été tellement polarisée qu'au fond chacun reste dans ses certitudes et qu'on aurait de nouveau un hémicycle en 3/3? Elle est très intéressante cette élection de juillet dernier parce qu'elle marque une progression très forte de la gauche, du nouveau Front populaire qui a gagné une 50aine de députés et qui surtout... Et du Rassemblement national quand même. Oui, mais le Rassemblement national qui était annoncé, vous vous en rappelez comme moi, gagnant à tous les coups, 23 sondages sur 23 prédisaient une majorité absolue pour le RN et M. Bardella à Matignon. Le Rassemblement national a été défait, battu dans les urnes et la force qui est sortie en tête, c'est le nouveau Front populaire. Juste, le Rassemblement national en 3 ans passe de 8 députés à 89 à 124. D'accord. Nous passons de 17 députés de la France insoumise à 72 aujourd'hui dans une coalition qui forme 193 parlementaires qui est le premier bloc à l'Assemblée. Donc moi, je ne redoute pas, en raison notamment de ces derniers rendez-vous électoraux et de la progression très forte électorale, la progression de nos idées. L'abrogation de la réforme des retraites, par exemple, c'est 9 actifs sur 10 qui la réclament. Aujourd'hui, la démission, le départ du président de la République, c'est 63% des Français qui y appellent. Et sur toutes les grandes propositions que nous portons, la bifurcation écologique, l'augmentation du SMIC, le gel des loyers, le passage à une 6e République, toutes les enquêtes d'opinion indiquent que les positions du nouveau Front populaire, de la France insoumise, elles sont majoritaires aujourd'hui. Pas certain sur l'immigration, par exemple. Peut-être que sur d'autres sujets, en effet, vous avez des positionnements qui sont différents, mais l'offre politique, l'alternative, le programme, quelle est la force de la France insoumise, du nouveau Front populaire? C'est son programme. Mais en fait, vous faites toujours campagne, Paul Vannier, avec un programme de 450 mesures. Pour Jean-Luc Mélenchon. Vous faites toujours campagne pour Jean-Luc Mélenchon. Pour un programme de rupture qui a été incarné par Jean-Luc Mélenchon en 2022, avec un résultat absolument considérable de 22%. Mais ce que vous espérez, c'est qu'il y ait démission pour présidentielle, pour victoire de Jean-Luc Mélenchon. Ce que nous souhaitons, c'est sortir de l'impasse, de la crise politique, de la crise de régime dans laquelle le président de la République est en train de nous placer. Et nous disons que pour en sortir, la solution démocratique est la bonne. Et la seule option qui se présente devant nous, c'est celle d'une présidentielle. Et Paul Vannier, comment vous mettre d'accord entre les différentes composantes de gauche pour choisir votre candidat? Si demain, il devait y avoir une élection présidentielle effectivement anticipée, à un moment donné, il faut que vous vous mettiez d'accord avec vos partenaires de la gauche. Vos partenaires de gauche semblent dire que ni Jean-Luc Mélenchon, ni François Hollande ne peuvent être une solution pour rassembler la gauche. Comment vous arrivez à vous mettre d'accord justement? C'est quoi la méthode pour pouvoir parvenir à un accord entre les différentes composantes? D'abord, ça dépend lesquelles, mais nous avons fait une proposition, elle est sur la table, c'est d'une candidature commune. Autour du programme de la France insoumise. Du programme
partagé. Il y a peu de suspense quand même, on peut se parler franchement. On peut se parler tout à fait franchement, je suis là pour vous parler franchement ce matin, et notre proposition est franche. Candidature commune autour d'un programme de rupture, celui de la France Insoumise, celui de la NUPES ou du NFP. Vous savez, M. Croissando, comme moi, que le programme du NFP, il est très largement issu du programme porté par la France Insoumise en 2022. Donc mais précisément, ça pose question. Nous tournons vers nos partenaires, ils sont les bienvenus pour venir à la table des discussions avec nous, travailler ce programme d'ailleurs, et élaborer une candidature commune pour remporter la prochaine élection. Ça répond pas sur la méthode de travail. Non, la méthode de travail pour choisir votre candidat commun. J'ai compris sur le contenu. Sans doute, vous avez raison. Il faut mettre tout le monde sous la table pour que le contenu convienne à tout le monde. Mais pour désigner celui ou celle qui sera le candidat ou la candidate de l'ensemble de la gauche, c'est quoi la méthode ? De proposer à d'autres de venir à la condition d'un accord sur le fond. Mais la France Insoumise a fait 22% à l'élection présidentielle. Oui, mais, Paul Vannier... Seul parce qu'à l'époque, nos partenaires d'aujourd'hui ne souhaitaient pas nous accompagner. Il y a un programme de rupture qui est aujourd'hui celui du Nouveau Front Populaire, qui vient au fond du courant politique que Jean-Luc Mélenchon a constitué et qui a grandi depuis maintenant 15 ans. Donc nous avons une légitimité à proposer cette offre à nos partenaires. Par 3 fois avec le même programme et le même candidat, vous avez perdu la présidentielle. Qu'est-ce qui vous fait penser que le même programme et ce même candidat, la 4e fois, l'emporterait? Est-ce qu'elle n'est pas là l'impasse aussi stratégique, une part de l'impasse stratégique de la gauche? Par 3 fois d'abord, M. Croissando, nous avons progressé. Et nous sommes arrivés... Vous avez progressé, mais vous avez perdu par 3 fois. Nous sommes arrivés à 2 doigts de la qualification au second tour. Et nous considérons, c'est notre théorie que nous appelons du 4e bloc, je vais être très rapide, nous considérons qu'il y a des millions d'électrices et d'électeurs qui se tiennent loin aujourd'hui des urnes, des abstentionnistes. Et vous savez que la France Insoumise, elle se caractérise peut-être par ce travail en leur direction pour les mobiliser, pour les faire venir dans l'élection et ainsi permettre de former une majorité. Nous travaillons auprès des jeunes, des quartiers populaires, de tous les Français et de toutes les Françaises qui se tiennent loin de la vie politique, leur disons qu'il est temps qu'elles s'emparent de cet enjeu. Et nous pensons qu'en élargissant notre bloc politique à ceux qui aujourd'hui ont de la défiance pour les scrutins, nous pensons que nous pouvons Mais est-ce que vous êtes sûr, Paul Vannier, est-ce que vous êtes sûr de vos alliés? Hier, dans le communiqué du PS, après ce qui s'est passé, communiqué du Parti Socialiste, eux appellent Emmanuel Macron à nommer un Premier ministre partageant les valeurs de gauche, ouvert au compromis. Est-ce que ça définit, est-ce que ça décrit complètement un Premier ministre insoumis? Je ne suis pas sûr. Et d'ailleurs, le nom Lucie Castet, par exemple, sur lequel vous étiez d'accord, ce nom-là a disparu du communiqué. Malheureusement, je le regrette. Je pense que nous devrions défendre encore l'hypothèse Lucie Castet. Pour vous, cette hypothèse-là, elle existe encore aujourd'hui? Parce qu'elle fait sens du point de vue du contenu. Lucie Castet a été proposée pour mettre en œuvre le programme du Nouveau Front Populaire à Matignon. Et c'est là où j'ai un désaccord avec le Parti Socialiste. Il parle de compromis. Mais avec qui dans la configuration actuelle de l'Assemblée? Avec les macronistes. Et hier, certains socialistes sur ce plateau ont dit clairement que peut-être il fallait se tourner et voir s'il n'y avait pas quelque chose à faire avec le fameux bloc central. Voilà, ce sont les macronistes et la droite. Mais à quel compromis pouvons-nous parvenir avec les macronistes? Pouvons-nous abroger la réforme des retraites? Non. Mais ça, vous pouvez le faire avec le Rassemblement national, en revanche. Vous préférez un compromis avec le Rassemblement national? Mais nous ne faisons aucun compromis, M. Croissando, avec le Rassemblement national. Donc ça ne passera jamais. Vous savez, comme moi d'ailleurs, que nous avons, à l'occasion des dernières élections législatives, pris toutes nos responsabilités et appelé à faire battre partout les candidats du Rassemblement national, jusqu'à retirer nos candidats, y compris des candidats insoumis, y compris en la faveur de candidats du fameux bloc central. Mais soyons lucides, il n'y a aucun compromis, sauf à renier le programme avec les macronistes dans la configuration actuelle de l'Assemblée. À minima, il faudrait négocier avec les macronistes un accord de non-agression ou un accord de non-censure d'un gouvernement qui serait dirigé par le Nouveau Front Populaire. Pour faire quoi? Nous ne pourrions rien faire. Cette non-censure ne serait acquise qu'à la condition de l'immobilisme. Donc nous revenons au problème de départ. Vous voyez bien que là, on est en train de tourner en rond, on est en train de spéculer, de faire 1000 hypothèses, de combinaisons qui sont toutes impossibles parce que nous sommes enfermés, piégés par Emmanuel Macron. Et vous voyez bien que tant que la responsabilité du président de la République n'est pas interrogée, tant que la question de son départ n'est pas posée, nous ne trouvons pas de solution, parce qu'il n'y a pas de solution. Vous nous parlez, Paul Vannier, de Lucie Castet, de l'hypothèse. Il va falloir trouver un nouveau Premier ministre à un moment donné. On entendait tout à l'heure Léopold Dautbert, notre journaliste qui suit Emmanuel Macron, dire que, visiblement, dans son entourage, on le presse Emmanuel Macron à faire sa vie, à ce qui n'est pas le psychodrame de l'été dernier. On a 4 noms qui sont derrière vous et 4 visages qui s'affichent derrière vous. Ils sont tous illégitimes. Tous illégitimes? Oui. Y compris Bernard Cazeneuve? Mais Bernard Cazeneuve est sorti de la vie politique. Il est revenu à bas bruit pour porter la critique du Nouveau Front Populaire pendant la campagne législative dont nous sommes sortis victorieux. Il se caractérise avant tout par ses hésitations. Il a des hauts, il a des bas. Et nous ne savons pas quelle orientation politique il porte, à part le retour du hollandisme qui a été rejeté par les Français. Vous le savez aussi bien que moi, il y a quelques années maintenant. Donc qu'incarne-t-il si ce n'est la ruse,
la combine. Vous voyez que toutes ces options, les Français qui les regardent, je pense, sont désespérés. Et rien n'incarne là la recherche d'une alternative nette. Il y a une volonté de rupture dans le pays. Les gens veulent que ça change. Ils n'en peuvent plus du macronisme agonisant. Et c'est pour ça qu'il faut poser, encore une fois, et c'est en responsabilité que nous le disons, c'est avec la volonté de sortir de cette impasse, la question de la responsabilité d'Emmanuel Macron. Merci Paul.